Donc à chaque fois, j'essaie de mettre un petit sous-titre. Et donc les réseaux sociaux, AK, ça veut dire also known as, pour ceux qui ne sauraient pas, Internet en 2018. C'est assez marrant qu'on parle encore des réseaux sociaux. Alors c'est surtout les politiques, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Internet aujourd'hui, pour rentrer sur un site Internet, 90% des utilisateurs passent soit par Google, la porte d'entrée, soit par les réseaux sociaux. Donc vous allez aller sur les sites que vous connaissez par cœur parce que vous êtes fan de ces sites-là, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous allez aller sur pb86.fr pour savoir quand est-ce qu'il y a le prochain match, ou pour faire plaisir à Paul. Mais la plupart du temps, vous verrez que vous allez rentrer sur des sites à travers les réseaux sociaux ou à travers Google, qui est le premier moteur de recherche au monde, sachant que le deuxième moteur de recherche au monde, c'est YouTube. Donc si vous m'aviez dit non, on n'utilise pas Google, on va sur YouTube, bah, je vous dirais c'est la même famille. Alors en plus, oui, c'est la même famille, hein, c'est la société qui s'appelle Alphabet. Et donc, les portes d'entrée d'Internet, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et la recherche. Donc, quand on dit les réseaux sociaux comme un truc qui serait un petit bout d'Internet, on se plante complètement parce que c'est un énorme bout d'Internet. C'est comme si on disait Google, bon, c'est pas... alors, pour parler des réseaux sociaux, alors, il y a au moins une ou deux personnes qui ont déjà vu cette partie de la présentation, mais je suis obligé de la refaire et je vais la faire assez vite. D'abord, j'ai besoin de vous refaire un retour historique sur les médias pour vous resituer où on en est aujourd'hui et pourquoi je considère qu'aujourd'hui la plupart des annonceurs se trompent sur leur façon de communiquer parce qu'ils ne vont pas sur le média qui correspond à leur temps. Alors, les médias, ça a commencé par la presse écrite. À chaque fois, vous verrez une date qui est... Alors ici, en l'occurrence, c'est une date exacte parce que c'est la sortie d'un journal. Mais à chaque fois, vous verrez une date... je viens de couper le son, là, il faut que je fasse gaffe. Non. Vous verrez une date qui donne à peu près la période où le média a été adopté par le grand public. Parce qu'après, vous verrez qu'il y a l'invention de il y a la radio. Il y a un moment où la radio a été inventée, mais ce qui nous intéresse, c'est le moment où les gens ont la radio chez eux. Et souvent, il y a un délai. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on fait des inventions, elles sortent tout de suite, mais à une époque, c'était... Voilà. Donc ça a commencé, le journal, en 1778, et ça a été pendant très longtemps le principal média, avec l'affichage, et c'était par là qu'il fallait passer pour faire circuler de l'information. Ensuite, il y a eu la radio vers 1920, donc encore une fois, je vous répète, c'est à peu près la période que j'ai identifiée comme période à laquelle suffisamment d'utilisateurs écoutaient la radio pour qu'on puisse considérer que c'est un média mainstream, comme on dit en anglais, donc un média grand public. Les annonceurs qui sont passés de la presse écrite à la radio, ils ont un peu galéré parce qu'ils se disaient bah, nous on a l'habitude de faire des dessins, il y avait des beaux dessins à l'époque dans les journaux, des pubs assez typiques, comment on va passer ça dans un truc où il n'y a plus d'image donc il y a eu une difficulté. Après il y a une deuxième difficulté, c'est pour les annonceurs radio. Alors il faut savoir que chaque nouveau média a été rejeté au début ou a été considéré au début comme quelque chose qui ne durait pas, qui n'était pas... Parce qu'on aime bien ce qu'on a maintenant. Et on aime bien dire, ouais, non mais ça c'est de la merde, alors qu'en fait... Donc la radio a été remplacée comme média principal par la télé à peu près dans les années 40. Et une télé à l'époque coûtait très cher. J'ai plus les prix exacts et puis il faudrait faire en francs constants, donc je ne vais pas vous le faire ici. Et on peut considérer, alors elle n'a pas été remplacée tout de suite par les smartphones, mais qu'en 2007, avec l'arrivée de l'iPhone, il y a un nouveau média qui a été vraiment mis en place. Alors YouTube existait déjà, hein, Internet existait déjà, donc il y avait déjà l'ordinateur, mais qui n'était pas un outil de consommation aussi forte que peut l'être le téléphone aujourd'hui. Et donc 2007, c'est la date d'un grand changement et le début d'une nouvelle ère dans laquelle un certain nombre d'annonceurs ne sont pas encore rentrés. Donc ils sont encore dans, si j'étais méchant, je dirais dans les années 40, mais comme je ne suis pas méchant, je dirais qu'ils sont encore dans les années 90, alors qu'on est maintenant en 2018. Après, Apple est allé plus loin et a inventé en 2017 le smartphone trop cher. Mais c'est toujours dans le domaine du smartphone, mais vous voyez bien. Alors pourquoi je vous parle du smartphone trop cher, c'est que si on est prêt à mettre 1 500 € dans un smartphone, comme on était prêt à une époque à mettre 1 500 € dans une télé, ça veut quand même dire que... Et Apple ne vend pas 3 smartphones par an, hein, ils en vendent en quantité. Donc même si tout le monde ne s'achète pas un smartphone à ce prix-là et qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des smartphones à des prix moins chers, on peut imaginer que si les gens sont prêts à investir tant dans l'outil, c'est qu'il a quand même pris une place très importante dans la société. Donc, on peut, moi je me permets de dire qu'aujourd'hui, la communication devrait se passer à 80% là-dedans.
que les entreprises qui ne sont pas à 80% là-dedans ratent des opportunités énormes. Ça ne veut pas dire qu'elles font n'importe quoi, qu'elles sont nulles, qu'elles sont achetées à la poubelle, mais elles ratent des opportunités énormes parce qu'on est encore dans le début de la communication sur les smartphones, justement parce que les gros annonceurs, les plus grosses structures qui ont du mal à se réformer, ont du mal à passer à la communication numérique et à la communication sur téléphone portable. Donc il y a de grandes opportunités. Et si je vous demande, quand on est dans une voiture, quand vous faites du blablacar et que vous êtes 5 dans la voiture et que vous ne vous aimez pas, donc vous ne parlez pas. Parce que si vous parlez. Alors déjà, en premier cas, si vous parlez, est-ce que vous voyez les panneaux qu'il y a sur le bord des routes quand vous roulez? A priori, non, puisque vous êtes en train de vous parler. Ensuite, s'il y a une mauvaise ambiance, c'est que vous ne vous parlez pas. Il est probable que vous sortiez votre téléphone et que vous soyez en train de faire des trucs sur votre téléphone. Et il n'y a qu'une personne qui potentiellement peut regarder les panneaux, c'est la personne qui conduit. Mais on préférait qu'elle regarde la route. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai un vrai doute sur l'efficacité des panneaux en bord de route. Pour moi, la seule efficacité de ces panneaux, c'est si je suis responsable de la com du Conseil général de la Vienne, de la région Nouvelle-Aquitaine ou de la ville de Poitiers, c'est de prendre un panneau de publicité que je mettrais en face de la mairie, en face du Conseil général ou en face des locaux de la région, pour que les élus qui sont un peu à vieille école se disent « Ah cool, on a des panneaux de pub ». Mais ça n'a aucune efficacité à part faire de la politique interne. Je suis désolé pour les vendeurs d'affiches sur les panneaux. Alors, il faut quand même nuancer mon propos, mais volontairement, je suis un peu jusqu'au boutiste pour faire passer mon message. Après, il reste des situations, il reste des campagnes très réussies. Le zoo de Beauval, par exemple, vous le voyez un peu partout sur des panneaux, ça marche plutôt pas mal. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on paye le juste prix par rapport à l'exposition et l'efficacité du support? Aujourd'hui, ça coûte encore très cher, déjà rien que d'imprimer l'affiche, ça coûte cher. De mettre des affiches sur les panneaux, ça coûte très cher. Si vous investissiez sur la publicité Facebook, Instagram ou Snapchat, vous auriez un retour sur investissement beaucoup plus fort. Et une interaction avec votre support beaucoup plus fort. Et surtout une capacité à évaluer le résultat de votre publicité beaucoup plus forte. Puisque la dernière fois qu'on a mesuré quelqu'un qui avait cliqué sur un panneau, c'était il y a très longtemps. Donc communiquer sur un smartphone. Il y a 4 grands types de médias. Il y a le média écrit. Donc, j'invite beaucoup de gens, enfin, je vous invite tous et toutes, à réfléchir à comment communiquer sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur les smartphones. Vous n'êtes pas forcément à l'aise face à la caméra. Vous n'êtes pas forcément à l'aise à vous enregistrer en faisant du son. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les images. Vous êtes peut-être à l'aise avec le texte. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire du texte. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent de diffuser du texte. L'important dans mon propos global, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin, quel que soit votre métier, de produire du contenu sur des supports digitaux pour que les gens puissent vous découvrir à travers votre contenu. Votre contenu doit partir principalement de votre why. Pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous engage. Et le plus possible, discuter de ce why à travers différents prismes. Donc ça peut être du texte, ça peut être de l'image. Je vous présente Marty, c'est mon chat. Ça peut être de l'image, et c'est d'autant plus de l'image avec Instagram qui a un gros boom ces dernières années. Ça peut être de la voix avec les podcasts qui vont... alors les podcasts qui ont été inventés il y a un certain temps, j'ai pas de date en tête, mais je dirais début des années 2000 ou un truc comme ça. Ça a décollé, ça s'est effondré et ça repart depuis quelques années les podcasts. L'intérêt du podcast, c'est quand même la capacité, comme vous êtes une génération... avec un cerveau plus développé que le nôtre, vous êtes plus multitâche, surtout qu'il y a principalement des filles aujourd'hui, donc vous êtes encore plus multitâche. Le podcast, ça permet de faire quelque chose en même temps et d'écouter son émission. C'est un peu le retour de la radio, qui est quand même un bon support. Le podcast, ça va encore plus se développer avec les outils qui sont en train d'apparaître, les Alexa, Voice et tout ça, là, donc les petits outils que vous aurez dans votre maison bientôt, à qui vous direz quelle heure il est, quelle météo fait-il, est-ce qu'il reste de la bière dans le frigo, des choses comme ça. Ça paraît de la science-fiction, ça va arriver, à mon avis, plus vite qu'on ne le pense. Alors souvent, une petite anecdote, moi quand même, je suis complètement collé à mon téléphone portable comme un certain nombre d'entre vous, et en 97, donc quand j'avais, alors si j'ai 35 ans aujourd'hui, donc en 97, mon premier téléphone portable, enfin, je n'avais pas de téléphone portable, mes potes avaient tous des téléphones portables. Et je disais, non, mais moi, c'est un truc,
je ne veux pas être esclave d'un téléphone, jamais j'aurai de téléphone. Voilà. Bon, je suis peut-être le plus esclave du téléphone dans cette pièce. Donc méfiez-vous quand on vous dit attention, la voix revient en force. Vous aurez peut-être des machines comme ça chez vous. C'est possible que ça arrive. Même si vous dites non, ça ne m'arrivera jamais. Et la dernière façon de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo. Et je vous ai amené un exemple. Qui avait deviné? Bravo. Vous l'avez déjà vu? Ah bah, vous n'avez pas deviné alors. Creapills, vous devez connaître. C'est une chaîne YouTube, un compte Facebook à suivre si vous êtes dans le domaine de la pub. C'est assez intéressant, ils reprennent un certain nombre de pubs. Donc là, on était dans le format qui convient très bien aux réseaux sociaux, une vidéo carrée. Même si elle aurait pu être un peu plus haute, maintenant, on est plutôt dans les vidéos rectangulaires. Je reviens sur tous les détails techniques plus tard dans la présentation. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui et qui marche bien en communication sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu que c'est aussi du storytelling. Alors c'est pas du storytelling, situation de départ, machin bidule, mais on n'a pas montré des préservatifs en permanence. On a montré des situations de vie qui ont dû intriguer ou interpeller les hommes dans la salle. Et puis à la fin, un message ironique voilà, sur l'outil contraceptif. Alors, je vous ai parlé des smartphones, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui s'applique aux smartphones marche aussi sur les ordinateurs. Donc, je n'ai pas exclu les ordinateurs parce que je vois qu'il y en a quand même plein dans la salle. Mais l'idée, c'est que la consommation se fait quand même majoritairement sur les smartphones aujourd'hui. Donc, pensez mobile first, comme on dit en anglais, que ce soit pour votre communication, votre site internet, etc., etc. Et non seulement vous serez plus efficace, et ça fera plaisir à Google. Et le dernier point, bon, ça va aller vite avec vous, mais c'est pour revenir sur les plateformes. Les repréciser, les plateformes, et peut-être que je vais vous donner mon avis. Alors, toute cette conférence, c'est un état des lieux d'aujourd'hui. Ça change tellement vite qu'il y a 3 ans, je vous aurais peut-être pas parlé. Il y a 1 an, je vous aurais à peine parlé de Twitch. Il y a 3 ans, je vous aurais probablement pas trop parlé de Snapchat et d'Instagram. Voilà, donc c'est des choses qui sont en mouvement. Mais aujourd'hui, on est le 19. Pour la caméra aujourd'hui, le 19 novembre 2018. Voici les principaux acteurs. J'en oublie peut-être, mais c'est les principaux. Facebook. Donc Facebook qui touche un public assez large, mais qui est la plateforme probablement la plus âgée sur les plateformes qui sont présentées ici. C'est-à-dire que je ne vais pas vous ressortir les chiffres exacts parce que ça change en permanence, mais Facebook, c'est plutôt pour un public de votre âge et plus âgé, et les plus jeunes l'ont moins. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a deux phénomènes intéressants. Le premier, c'est que toutes les plateformes vieillissent. Donc Facebook, les plus vieux de la salle l'ont connu comme un outil pour les jeunes, et c'était l'Instagram d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas où vous vous situez, si c'est plutôt Facebook ou Instagram. Mais nous, à l'époque, c'était le truc nouveau et tout. Et puis, en fait, en général, ce qui se passe, c'est que quand les parents viennent nous rejoindre sur la plateforme, on se casse, on va sur une autre plateforme, on est tranquille. Et le deuxième phénomène qui est intéressant, c'est que les marketeurs que je suis et dont vous faites partie pour partie, ruinent toutes les plateformes à cause de la pub. Ça a commencé par l'email, qui pour nous, l'email était un outil, les premiers à avoir utilisé l'email. On s'envoyait beaucoup d'emails et on lisait tous les emails qu'on recevait de la première ligne à la dernière ligne. Qui lit tous les emails qu'il reçoit de la première ligne à la dernière ligne? Levez la main. Voilà, on est d'accord? Personne. Aujourd'hui, les emails ont été détruits par les marketeurs parce que vous recevez du spam dans tous les sens, c'est insupportable. Et là où il y a 10 ou 15 ans,
les campagnes d'emailing avaient un taux d'ouverture. Donc c'est comme ça qu'on calcule l'efficacité d'une campagne. On sait combien de gens ont reçu le mail, ça prouve que c'est la bonne adresse, combien de gens l'ont ouvert et combien de gens ont cliqué sur les liens qui sont dans l'email. Les taux aujourd'hui sont ridicules. C'est dans les 5% ou des choses comme ça. Là où il y a une époque dorée où c'était 80% de taux de clic ou de taux d'ouverture. Tout ça, c'est ruiné par les marketeurs. C'est dommage, mais il faut se dire que dans ce cas-là, il y a un grand intérêt pour les marketeurs de toujours s'intéresser à la nouvelle plateforme qui n'est pas encore ruinée. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'efficacité. C'est pas encore ruiné, puis bon, comme c'est notre métier de ruiner les plateformes, il faut y aller quand même le plus vite possible. Donc plus sérieusement, Facebook est une plateforme qui commence un peu à être ruinée par les marketeurs, parce que je ne sais pas si vous avez constaté qu'il y a quand même de plus en plus de pubs et que ça devient parfois un peu saoulant. Maintenant, il y a des pubs dans Messenger aussi, qui est aussi un outil très fréquenté. Pour autant, Facebook est la plateforme qui compte le plus d'utilisateurs au monde, et c'est la plateforme qui permet le mieux de cibler les gens qu'on veut toucher avec nos messages publicitaires. Je vous expliquerai encore une fois en détail tout à l'heure comment on fait, comment on a fait par le passé et comment je ferai aujourd'hui si je devais le faire. Donc Facebook reste quand même un acteur majeur, donc même si... alors surtout, je vous invite à ne pas avoir de jugement trop lié à votre consommation personnelle. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'attention peut être captée sur les différents supports. Vous n'aimez pas tel ou tel support, on s'en fout. Est-ce que ça peut marcher pour capter de l'attention? Le deuxième, alors... J'ai mis le chiffre, c'est juste les utilisateurs en France de YouTube. Parce que les utilisateurs en France de Google, je pense que c'est tous les utilisateurs d'Internet, pardon. Mais YouTube se trouve derrière Facebook. Alors je reviens quand même sur Facebook. L'utilisation de Facebook, c'est top pour créer une communauté, pour générer du partage, ce qui permet de toucher assez bien les gens qui sont autour. Facebook a très bien travaillé ce qu'ils appellent leur social graph, donc c'est leur mise en relation des différentes personnes et comprendre qui est ami avec qui et puis essayer de proposer d'autres amis, etc., et d'autres centres d'intérêt. Donc Facebook, pour toute la partie partage, est vachement intéressante. Et puis il y a des outils de groupe aussi dans Facebook que peu de gens utilisent mais qui sont aussi très très puissants. Et tout à l'heure, je vous présenterai des gens que vous connaissez peut-être qui l'utilisent. Donc Facebook, c'est des formats plutôt courts en vidéo. C'est des images, je vous montrerai tout à l'heure des exemples, et on veut l'interaction assez rapide. Même si Facebook développe les programmes longs et essaie de s'attaquer à YouTube comme une plateforme majeure de diffusion de vidéos. YouTube, c'est plutôt une plateforme où on peut avoir des programmes longs, parce que c'est une plateforme où la consommation va passer soit par la recherche, soit vous allez tomber dans un trou noir YouTube. Ça nous est tous arrivé, on regarde une première vidéo, il y en a une deuxième qui est suggérée, troisième, et puis on se retrouve 5 heures plus tard, on ne sait plus pourquoi on était là, et puis on a vu plein de choses. Mais YouTube donc, peut être consommé comme ça, et puis surtout par abonnement. Vous aimez une chaîne YouTube, vous vous abonnez, et ça veut dire que dès que cette chaîne va publier une vidéo, vous allez regarder la vidéo. Donc on s'intéresse un peu moins à la longueur des vidéos, on s'intéresse plutôt à la pertinence des vidéos. Moi, il m'arrive de regarder des conférences qui durent 1h30 sur YouTube sans aucun problème, parce que je sais que ça m'intéresse, je choisis quand est-ce que je le regarde. Et pour m'informer, je regarde beaucoup C'est dans l'air, une émission qui passe sur la 5e, ça s'appelle, ou Arte? Enfin, sur la 5. Et je regarde C'est dans l'air parce que ça me permet d'avoir une info du soir et tout, ça dure 1 heure. Je ne suis pas sûr que je regarderai un truc d'1 heure sur Facebook, pour l'instant. Donc YouTube, une plateforme incontournable. Et alors après, il y a des débats, et ça va être vexant un peu par là, mais il y a des débats encore sur quelle plateforme vidéo. Donc le seul débat qui existe sur quelle plateforme vidéo aujourd'hui, c'est YouTube ou Facebook. Après, vous pouvez avoir Vimeo, mais moi je l'utilise pour stocker des vidéos et c'est pas une plateforme. Et après, il y a Dailymotion qui sert absolument à rien. Alors, j'ai rien contre Dailymotion, mais comme YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde, et qu'il a beaucoup d'utilisateurs, vos vidéos, si vous voulez qu'elles soient vues, c'est quand même pas plus con qu'elles soient mises sur YouTube. Surtout que YouTube est le frère de Google, et que quand vous êtes sur YouTube, vous êtes bien référencé dans Google. Donc c'est un peu ballot d'être bloqué sur Dailymotion. Après, si vous bossez dans un club de basket, je fais exprès de ne pas regarder la personne concernée, si vous bossez dans un club de basket et que la Ligue vous impose Dailymotion, vous avez le droit de faire un bras d'honneur à la Ligue et de lui dire non, c'est mieux YouTube. Enfin, c'est ce que je faisais à mon époque. Instagram, bon, tout le monde ici doit connaître Instagram. Qui utilise Instagram dans la pièce?
Ok, donc, je me suis pas trompé. Donc tout le monde pour la caméra, enfin presque, qui utilise Facebook? Ouais, donc vous êtes encore dans la génération Facebook. Qui utilise Google? Non, c'est une blague. Donc Instagram, c'est une plateforme qui est en plein boom. Instagram, vous savez que ça a été racheté par Facebook. Donc autant on a Google, YouTube, autant on a Facebook, Instagram. Instagram, c'est une plateforme un peu plus délicate à utiliser pour développer des communautés parce qu'il n'y a pas l'option de partage sur Instagram. On peut se taguer et tout ça, mais donc se taguer pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui vont regarder sur Internet, c'est mettre le nom d'une personne en commentaire pour l'interpeller et lui dire vas-y, va regarder la vidéo. Donc Instagram, c'est une très bonne plateforme, mais qui est plus difficile Le développement sur Instagram est plus lent et plus compliqué. Parce qu'il faut faire beaucoup de posts, il faut trouver les bons hashtags, et puis il faut réussir à engager sa communauté sans qu'il y ait de partage. Donc c'est quand même plus délicat, mais une plateforme très utile, notamment vers un public jeune. Et puis dans Instagram, il y a aussi l'arrivée des vidéos avec les stories, qu'on retrouve aussi dans Facebook, mais ça marche moins bien sur Facebook que sur Instagram et Snapchat. Les stories d'Instagram, elles sont volées à Snapchat, ils ont fait ça comme des cochons. Ils ont pris le... Snapchat, c'était vraiment à l'origine... Qui utilise Snapchat? Ok, un peu moins. D'accord. Donc Snapchat, c'est une plateforme qui s'adresse à un public un peu plus jeune, beaucoup plus jeune que Facebook en tout cas. C'est là où les enfants se sont barrés. D'abord, ils sont partis sur Instagram et après, ils sont allés pour être vraiment peinards sur Snapchat. Snapchat, c'est une plateforme qui permet de s'envoyer des messages à durée de vie limitée. Donc je peux envoyer un message à quelqu'un, il va le recevoir, il peut le regarder une première fois, il peut le regarder une deuxième fois et après le message disparaît à tout jamais. Sauf si la personne fait une capture d'écran, mais dans ce cas-là, je suis informé qu'elle a fait une capture d'écran. Je vous laisse imaginer comment des ados en pleine puberté ont utilisé au départ cette plateforme. Snapchat a connu un vrai boom en lançant l'option des stories il y a quelques années maintenant, je ne sais plus exactement quand, et les stories, ça permet de faire un message instantané, mais qui va rester actif pendant 24 heures et qui va se mettre dans un endroit qui est votre story, en gros l'histoire de votre journée. Et on peut aller regarder l'histoire de la journée de quelqu'un par un enchaînement de vidéos. C'est des vidéos, je ne sais plus, c'est 10 ou 15 secondes. 10, voilà. C'est des vidéos de 10 secondes qui s'enchaînent et puis vous pouvez raconter votre journée à travers ces vidéos de 10 secondes. Ça, c'est valable aussi sur Instagram, les stories. Et c'est vraiment un outil intéressant parce que ça permet d'être, contrairement à d'autres médias, beaucoup plus naturel, en se disant, de toute façon, ça ne va pas rester, donc je peux être moi, je peux dire des bêtises, je peux marcher dans une crotte de chien, c'est pas la fin du monde. Et donc, c'est quelque chose qu'on utilise notamment avec mon collègue Michael là-bas. Quand on est, par exemple, en tournage, en déplacement, on raconte un peu nos tournages et puis on fait les cons. Parce qu'on sait que les gens qui nous suivent, c'est des gens qui nous connaissent déjà, ils vont tolérer le fait qu'on soit un peu débile, alors que des clients que je ne connais pas, je n'ai pas spécialement envie qu'ils voient que je suis complètement débile. Il faut d'abord qu'ils apprennent à me connaître comme quelqu'un de sérieux, avant de pouvoir accepter mon côté débile. Twitter, c'est une plateforme c'est la plateforme de la stagnation. C'était une énorme plateforme au début, elle stagne complètement depuis des années, c'est pas pour autant qu'elle ne sert à rien. Twitter, c'est une plateforme qui permet de s'adresser directement, les autres aussi, mais celle-là mieux, à des personnalités, en leur posant des questions et en s'adressant à eux et à elles. C'est une plateforme qui permet de... On va dire que c'est la plateforme de l'expression en live. La durée de vie d'un tweet, je crois que c'est 15 à 30 minutes. Donc un tweet, c'est quoi? C'est un message de 280 maintenant, ça 140 x 2, ouais. C'est un message de 280 caractères, donc vous écrivez un truc, vous l'envoyez, et tous les gens qui vous suivent peuvent voir votre message. L'intérêt, c'est qu'ils peuvent retweeter, donc ils peuvent reposter votre tweet. Ce qui n'est pas possible sur Instagram, par exemple, et qui est possible sur Facebook. Donc là, il y a un côté viralité qui peut être intéressant. Mais ce qui est très intéressant dans Twitter, c'est pour les événements en live. Je suis à un concert, ah c'est super ce machin bidule. C'est pour regarder Secret Story, ah tu crois que machin bidule. Les gens commentent, notamment à la pub. Quand on ne regarde pas la pub, on est sur Twitter en train de commenter. Et surtout dans les événements sportifs. Twitter aux États-Unis fait, à chaque fois qu'il y a une pub dans un événement sportif, Twitter monte et puis redescend après la pub. Ce qui est une preuve chiffrée que la pub qui passe à la télé, globalement, elle passe un peu à côté de l'attention. Une des façons de bien utiliser Twitter aujourd'hui, si vous allez dessus, c'est de participer aux conversations. Ce n'est pas forcément de se dire « je vais faire le tweet le plus intelligent du monde », mais c'est de suivre des gens qui vous intéressent
et d'essayer de leur apporter de la valeur en commentant leur tweet. Donc si quelqu'un qui vous intéresse pose une question, répondez avec la bonne réponse à la question. Si quelqu'un exprime un avis, lancez-vous dans le débat. Faites ça très régulièrement et vous verrez que, ça va permettre d'attirer des gens qui vont trouver vos réponses pertinentes, qui vont commencer à vous suivre. Et 2, ça va vous permettre de créer un lien avec votre interlocuteur. Et ça, c'est intéressant pour ensuite pouvoir déclencher éventuellement une conversion commerciale ou partenariale ou autre. Mais une des bonnes façons d'utiliser Twitter, si on dit « bah ouais, mais moi j'ai Twitter, mais je ne sais pas quoi raconter », ne racontez rien, réagissez juste à ce que racontent les autres et vous verrez que ça marche très bien. Et la dernière plateforme, c'est Twitch. Alors, c'est juste les followers, les vues d'une personne, hein, ce n'est pas le nombre d'utilisateurs. Donc Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de streaming en direct de joueurs de jeux vidéo qui jouent à des jeux vidéo. Donc on peut regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo en direct. C'est une plateforme dont je ne vous aurais pas parlé il y a 1 an ou 2, mais qui aujourd'hui est en phase d'explosion, notamment avec le développement de l'e-sport et ces nouvelles stars qui sont les joueurs de jeux vidéo. Et là, l'un des plus célèbres s'appelle Ninja. J'ai regardé une de ses parties d'ailleurs hier soir. Donc, c'est un très bon joueur de jeux vidéo qui est très bon à Fortnite. Qui connaît Fortnite? Ok. Les autres, vous êtes des vieux, hein? Ouais. Alors, qui a des enfants qui jouent à Fortnite? Donc Fortnite, c'est un jeu d'action, on saute partout, on tire sur des gens, et c'est un jeu gratuit dont le business model repose sur la vente de pixels. Ce qu'on appelle la vente de pixels, c'est je veux acheter une nouvelle tenue pour mon bonhomme, je vais payer, et puis je vais avoir une nouvelle tenue pour mon bonhomme. C'est totalement virtuel, mais Twitch, c'est la chaîne de diffusion des jeux vidéo, et vous seriez surpris de voir combien de jeunes de 10 à 14 ans regardent d'autres joueurs jouer à des jeux vidéo. Et se dit « Ah, c'est cool la partie ». Et notamment dans Fortnite, quand vous faites tuer, vous pouvez regarder la suite de la partie de la personne qui vous a tué. Et moi, je suis très bluffé de regarder quand je regarde ça avec mes neveux. Ils jouent et ils passent autant de temps à regarder le mec qui les a tués parce que le mec joue bien et que c'est intéressant de voir comment ils jouent, qu'à jouer eux-mêmes. Bon ben voilà, Twitch, c'est un peu la télé des jeux vidéo. Et donc, vous voyez, quand une personne comme Ninja à 370 millions de vues sur Twitch, et là je parle que de Twitch parce qu'après en général leur meilleure partie ils les prennent, ils les mettent sur YouTube et ils ont aussi des vues sur YouTube. Ces gens-là deviennent des influenceurs et des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc toujours être attentif aux nouvelles plateformes. Moi je joue pas trop aux jeux vidéo, enfin je joue à un jeu avec un pote le midi, mais pour autant je regarde quand même cette plateforme parce que je me dis qu'est-ce qui peut s'y passer, quelles peuvent être les opportunités. Est-ce qu'il y a un super joueur de jeux vidéo en France? Est-ce qu'il y en a un super à Poitiers? Et si je fais une opération un jour à Poitiers, est-ce que je n'ai pas intérêt à faire un truc avec cette personne-là pour toucher tous les fans de cette personne-là et essayer de leur faire découvrir autre chose? Pour finir, notez bien que si le téléphone a remplacé la télévision, il faut considérer chaque plateforme, toutes celles que je viens de vous présenter et les autres. Il y en a une autre aussi alors là, qui se développe, c'est TikTok. Anciennement Musical.ly. Normalement, vous avez vu plein de pubs pour TikTok sur Facebook parce qu'ils arrosent comme des malades. Donc, c'est une application en fait, qui vous permet de faire des vidéos courtes. C'est un peu inspiré de Vine, je ne sais pas pour ceux qui ont connu Vine, qui était une application de vidéos courtes aussi. Sauf que là, par exemple, vous pouvez faire du playback et donc il va y avoir une chanson qui va être jouée au ralenti pour que vous puissiez faire du bon playback. Vous allez faire le playback au ralenti et après, ce sera diffusé en temps réel. On aura l'impression que vous chantez super bien. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. TikTok, c'est une application qui cartonne. Donc, ils ont acheté Musical.ly. Hein. C'est des Asiatiques, je ne sais plus de quel pays, qui ont racheté Musical.ly. C'est une application qui cartonne et qui fait partie des applications que je mettrais, que je censurerais pour mes enfants si j'avais des enfants. Parce que je ne vais pas faire toute une conférence sur les dégâts que peut faire TikTok. Mais voilà, ce n'est pas recommandé pour les enfants. Par contre, on est obligé, nous, en tant que marketeurs, de se dire il y a cette application, il y a des gens qui font des vidéos dedans, il y a beaucoup de gens qui les regardent. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire des collaborations avec ces gens qui sont très regardés? Alors, on va passer aux études de cas, sauf si vous avez des questions sur cette première partie. Et sauf si vous voulez faire une pause.